Les Audacieuses, le premier podcast société de Podcasters Media, recueille les confidences de femmes de tous âges, toute culture, tout milieu, qui, un jour, ont osé. Osé faire sa mue, osé sortir de sa zone de confort, osé faire bouger les lignes pour soi et les autres, entreprendre ici ou ailleurs, créer, transmettre. Ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français, avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je suis présidente et cofondatrice de Podcasters Media. J'anime le podcast Les Audacieuses et je suis très fière de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Charlotte Tourmente, vous avez 42 ans, je crois que c'est ça, et vous êtes une audacieuse en ce sens que vous avez appris à déjouer les pièges d'une maladie avec laquelle vous vivez maintenant depuis plus de 20 ans. Cette maladie s'appelle la sclérose en plaques, ou CEP comme l'on dit plus communément aujourd'hui. Vous clamez haut et fort que votre meilleure arme pour combattre cette maladie est votre féminité. D'ailleurs, dès que vous êtes sortie d'une grosse crise doublée d'un long séjour à l'hôpital, votre premier réflexe a été de vous offrir une paire d'escarpins. De ce moment, vous en avez tiré le titre de votre livre, paru il y a tout juste 1 an chez First, Sclérose en plaques et talons aiguilles, dans lequel vous racontez le quotidien combatif d'une jeune étudiante en médecine qui, au fil des années et à la faveur de belles rencontres, se forge de vraies convictions sur le handicap dans notre société, sur la nécessité du plaisir pour bien vivre, et cela quel que soit son état de santé, et puis sur la vie en général. Je précise que vous êtes médecin généraliste, journaliste médical, auteur d'un blog Les Chroniques de Charlotte, publié sur le site cep-ensemble.fr. Racontez-nous peut-être la découverte de cette fameuse ou terrible maladie, comme l'on voudra. Terrible, je crois, et en tout cas au moment du diagnostic, c'est comme ça que je l'aperçois. Je suis étudiante en médecine en 3e année, j'ai 20 ans, donc l'âge de tous les possibles, et j'ai des fourmillements dans les jambes qui montent jusqu'à la taille. Et comme il ne passe pas au bout de quelques jours, je consulte un neurologue qui me fait passer une IRM, qui est l'examen de référence de cette maladie. Et le neurologue vient me voir, je le revois encore, adossé à la fenêtre, en me disant « Charlotte, on ne peut pas exclure que c'est une sclérose en plaques ». Et à partir de là, commence un long parcours qui débute déjà par des pleurs quand je suis avec mes parents parce que je ne connais pas la maladie, mais je trouve qu'elle sonne terriblement mal. Et puis après, la vie reprend ses droits. Je suis retournée à la faculté de médecine et j'ai commencé à me battre. Comment vous la vivez, cette maladie, dans votre tête, bien sûr, et dans votre corps ? Aujourd'hui, je pense que vraiment, elle est totalement intégrée à mon mode de vie. Je l'ai pleinement acceptée. Il y a des patients qui détestent ce mot en estimant que ça lui donne trop de place à la maladie. Moi, physiquement, c'est vrai que j'ai de la chance de récupérer bien mes poussées. J'ai une hémiplégie, des paralysies, j'ai eu des poussées sévères, mais je souffre d'un handicap invisible, à commencer énorme fatigue, fatigabilité, des douleurs quotidiennes pour lesquelles je prends 6 comprimés et des petits troubles, je dis petits parce que j'ai appris à composer avec eux, qui sont de grandes maladresses, des troubles cognitifs, sont des difficultés d'attention, de concentration quand je suis épuisée notamment, et puis j'ai un trouble du sommeil. Mais je dirais que je l'ai apprivoisé en fait, et je me suis construit au fil des années un mode de vie qui me permet de bien vivre avec elle en fait, même si effectivement j'ai toujours des douleurs, je suis toujours épuisée, tout me demande un effort, mais je l'ai apprivoisé. Alors, vous l'avez apprivoisée et fait un long chemin avec elle, puisque, comme on le disait, ça fait une vingtaine d'années. Vous évoquez 2 mots dans votre livre qui sont reliés à cette maladie, c'est la fatigue, hein, et puis la souffrance aussi, hein, fatigue et souffrance. La fatigue, vous la comparez à l'asthénie de la grippe, par exemple, ce qui effectivement donne une bonne idée de ce que ça peut être que ces coups de fatigue. Et puis moi, ce que j'ai trouvé remarquable, c'est que, comme vous le dites, vous avez dompté cette maladie, c'est-à-dire que vous avez organisé votre quotidien et votre vie aussi en fonction d'elle, mais pour mieux vivre.
Exactement. En fait, j'ai trouvé, alors on fait tout ce qu'on peut hein, après l'annonce d'une maladie grave ou en vivant une épreuve de vie. Et après, une fois qu'on a un problème, il faut essayer de composer le mieux possible. En tout cas, c'était mon état d'esprit. Et par conséquent, j'ai pas perdu trop d'énergie à combattre frontalement la maladie. Alors après, ça a pris beaucoup de temps, hein. Il y a eu des poussées, des rechutes, des moments où forcément on a des doutes, notamment j'en ai eu sur ma capacité à finir mes études de médecine, mais au final, et grâce à un entourage très présent, c'est aussi ma chance, j'ai appris, oui, à m'adapter, à tenir compte de la souffrance et puis de cette fatigue, de cet épuisement. Et je tiens à préciser que voilà, il y a énormément de symptômes dans la sclérose en plaques, que beaucoup de patients ont des symptômes visibles et ne se retrouveront pas forcément dans mon témoignage, mais je pense qu'on a tous en commun cette capacité à nous battre et puis quelque part à transcender un peu la maladie pour essayer de profiter de tous les petits bonheurs et tous les moments où on va à peu près bien et où on peut rire, prendre du plaisir et profiter un peu de la vie tout de même. Bien sûr, là, on va revenir sur cette notion de plaisir qui irrigue véritablement tout votre récit et donc votre vie. D'ailleurs, je vais vous provoquer un tout petit peu, mais ça, c'est dans un second temps. Puisque vous êtes médecin, je me permets de vous demander de nous donner des précisions sur cette maladie, parce que tout le monde ne la connaît pas de façon un petit peu détaillée. Donc, on a parlé de quelques symptômes, des symptômes qui peuvent être très différents selon les patients, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on peut en dire encore, Charlotte? Alors, on peut dire que c'est une maladie qui touche le cerveau et la moelle épinière, on pourrait penser que les plaques font appel à des plaques sur la peau, mais pas du tout. C'est des plaques en fait qui sont dans le cerveau et dans la moelle épinière, et en fonction de leur localisation, elles provoquent des symptômes qui peuvent être très différents par conséquent d'un patient à l'autre. Il faut savoir qu'il y a deux formes, donc une forme par poussée, ce sont des crises avec apparition de symptômes qui vont plus ou moins régresser, et ça concerne 85% des patients, et 15% des patients souffrent d'une forme progressive qui commence souvent plus tard, qui est plus grave parce que la recherche peine à trouver des traitements. Donc c'est vrai que c'est compliqué de ralentir son évolution. Et là, le handicap croît souvent progressivement, d'où le nom de la forme. Alors, même si on ne la connaît pas forcément très bien, cette maladie, on entend quand même beaucoup parler. Alors, est-ce que c'est le fait de l'information ou est-ce que c'est le fait que plus de personnes qu'avant sont concernées ou encore qu'on sait mieux la nommer? Je ne sais pas. Alors, il y a en France 115 000 patients qui sont touchés par la maladie. En soi, on peut se dire que ça ne fait pas beaucoup, mais c'est quand même la première cause de handicap d'origine non traumatique, c'est-à-dire de handicap qui n'est pas provoqué par un accident de la route, par exemple. Je pense que les associations font un travail formidable pour mieux faire connaître la maladie, pour mettre en lumière les patients. C'est aussi pour ça qu'on on a la chance, entre guillemets, que la maladie soit de mieux en mieux connue, même s'il y a encore énormément de travail à faire. Et j'en profite pour remercier grandement les associations. Et c'est vrai qu'avec finalement 115 000 patients, on a tous quelqu'un ou l'ami de quelqu'un de la famille qui est concerné par une sclérose en plaques. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait que ça donne l'impression d'une certaine familiarité. Dans votre livre, Charlotte, vous parlez évidemment des symptômes qu'on a décrits, qui sont parfois terribles, hein. On les a un peu balayés rapidement, on y reviendra peut-être, mais il y a un moment donné dans votre parcours quelque chose qui vous fait très peur, et on peut le comprendre, ce sont les pertes cognitives. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est produit et comment vous avez transformé cette chose-là? Oui, c'est vrai que moi j'ai, à tort ou à raison, toujours mis l'intelligence sur un piédestal et au moment du diagnostic, je me rassurais en me disant que la maladie ne me volerait pas. Mon intelligence, j'avais une très bonne mémoire, une bonne culture générale. Alors, elle ne m'a pas volé, hein, mon intelligence, mais c'est vrai que les troubles cognitifs, pour moi, ça a été des symptômes difficiles à accepter. Bah,
pour les raisons que je viens d'énoncer. Et j'ai constaté en fait, et notamment avec la fatigue, que ma mémoire était moins performante. Alors certes, il y avait l'âge, mais pas seulement. J'étais moins capable de me concentrer très longtemps et j'étais moins concentrée. Et c'est vrai que comme j'ai l'air en pleine forme, que j'ai une certaine vivacité, mon neurologue prenait ça tournait cela à la dérision finalement, il a quand même accepté de me faire passer ce qu'on appelle un bilan neurocognitif, donc qui consiste à évaluer les différents paramètres, la mémoire, la concentration, l'attention, et donc ça a objectivé qu'il y avait des troubles légers. Alors ça reste dans la très grande partie des cas pour la majorité des malades, des symptômes qui restent légers à modérés, mais c'est vrai qu'il y a d'autres patients qui sont extrêmement gênés par ces troubles. Et puis voilà, après moi c'est vrai que j'ai la chance de travailler sur Internet. J'ai trouvé en fait des stratégies pour contourner notamment les jours où j'étais très fatiguée. Et au final maintenant je m'en suis accommodée. Vous évoquez des moments quand même très compliqués lorsque effectivement vous n'arrivez pas à nommer les choses. Vous pouvez nous raconter très concrètement comment ça s'est passé? Je suis réveillée un matin hémiplégique, je me suis effondrée, donc j'avais la partie droite du corps qui était paralysée. Et quand bon, j'ai été hospitalisée, et là l'interne me demande de lui citer 10 noms d'animaux, et je n'ai pu en citer que 2. C'est ce qu'on appelle une aphasie, c'est un trouble du langage, et ça c'est un symptôme de poussée en fait, en même temps que l'hémiplégie. Et ça a été un traumatisme alors nettement plus grand que l'hémiplégie, et parce que j'ai été pétrifiée en fait d'être incapable de répondre à une question auquel un enfant de 5 ans aurait pu répondre. Et c'est d'ailleurs la seule fois où j'ai pleuré à l'hôpital. Et pas longtemps. Et puis après, je me suis dit, là, c'est pas possible, Charlotte, il va falloir faire quelque chose, euh, relever un challenge intellectuel, faire quelque chose pour stimuler mes neurones, tout simplement. Et c'est là où j'ai décidé, en fait, de suivre la formation de sexologue dont je rêvais depuis quelques années, que je faisais pas en me disant que ça prendrait trop de temps, que ça aurait un retentissement sur ma vie sociale en me fatiguant. Mais au final, voilà, j'ai récupéré très rapidement de cette aphasie en une dizaine de jours, mais ça reste, je pense, la plus grande épreuve de ma vie. Alors vous en parlez très très bien, vous évoquez votre papa également qui à un moment donné avec ses mots à lui que vous estimez surannés vous dit mais comment se fait-il que tu n'as pas pu nommer tous ces oiseaux ou animaux de la basse-cour? Vous avez de l'humour, hein, vous avez de l'humour à ce moment-là quand même. Oui, mais alors après, après, mon père en avait énormément et je suis dans une famille qui a énormément d'humour, mais c'est vrai que quand l'interne m'a posé cette question, citez-moi 10 noms d'animaux, mon père, qui était chef de service, était dans la chambre et j'ai été mais mortifiée qu'il assiste à cela. Et donc, une fois l'interne sorti, il vient me voir en me disant, mais Charlotte, mais t'as pas pensé aux animaux de la basse-cour? Et je l'ai regardé, mais en me disant, ben, c'est pas possible. Non, la basse-cour, non, j'y ai pas pensé. Mais c'est vrai qu'à posteriori, ça reste encore une blague dans la famille. Dans votre ouvrage qui compte, je sais plus, de 150 ou 300 pages et qui est passionnant, on va en parler pendant toute ça va être le conducteur de notre conversation. Page 40, donc tout à fait au début, hein, 40 ou 42, tout à coup, effectivement, et vous venez d'en parler, vous décidez de vous former en psychosexologie. Alors, je vais vous provoquer. Les histoires amoureuses, sexuelles, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Vous êtes une obsédée, voilà, c'est le mot que je cherchais. Est-ce que vous êtes une obsédée, Charlotte? Je Alors, comptais bien vous faire réagir. obsédée, non, mais il est évident que ma vie sexuelle participe à mon équilibre tant physique que psychologique. C'est certain. Euh, Maintenant, j'ai eu une histoire de couple tout à fait classique. Un homme avec qui j'ai vécu. Je suis célibataire depuis 10 ans et donc j'ai eu des histoires qui ont beaucoup fait rire mes amis dans nos dîners parce que c'est vrai que voilà, j'ai testé les sites de rencontres, ça a nourri énormément de discussions avec mes amis, mais oui, la sexualité est profondément importante pour moi parce que
c'est un élan de vie et je trouve que moi, quand je fais l'amour, c'est vraiment un moment où je me sens particulièrement vivante et c'est une sensation que je trouve exceptionnelle en fait. Et est-ce que vous pensez que votre maladie, c'est d'une certaine façon, en a fait quelque chose qui se dit plus, je ne vais pas dire une priorité, mais quelque chose que vous revendiquez peut-être davantage que si finalement, voilà, la vie s'était écoulée de façon, je dirais, plus paisible, pas avec cette espèce d'épée de Damoclès qu'est la maladie. Alors c'est toujours compliqué à dire hein, a posteriori, mais je pense que c'est certain qu'en ayant cette épée de Damoclès, comme vous dites, puisqu'on ne sait jamais quand surviendra une poussée et on est incapable de prédire à l'heure actuelle dans quel état physique, entre guillemets, on finira. Je pense que oui, moi, ça m'a en tout cas poussé à me connecter à la vie et la libido et cet élan de vie. Et je pense à profiter et à entretenir cette sexualité. Évidemment, je pense qu'en effet, ça m'a. Mais je pense également que c'était mon tempérament. Ah, vous êtes formé à la psychosexologie. Comment vous restituez ce savoir? Je veux dire, vous faites du conseil? Oui, alors j'ai été diplômée, en fait c'était une formation en 3 ans, donc j'ai été diplômée en 2013 et à partir de ce moment-là, j'ai tenu un blog sur le site allodocteur.fr, blog qui est baptisé 100% psychosexo. J'ai écrit énormément à propos de la sexualité, mais plutôt pour essayer de prôner une sexualité positive et pour informer les internautes sur les prises en charge, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je crois que c'est un message très important. Il ne faut pas hésiter à parler d'un trouble sexuel à son généraliste ou à un spécialiste. Et dans ma maladie, il peut y avoir des troubles sexuels et je pense que c'était un atout en plus et une des raisons pour lesquelles j'ai suivi cette formation. Voilà, je voulais les aider et puis là, depuis l'été dernier, en fait, ça y est, je me suis lancée. Avant, j'avoue que j'avais pas forcément l'énergie, le temps de le faire, mais j'ai une petite consultation et donc j'ai quelques patients et c'est un vrai bonheur de retrouver les patients parce que c'est tout de même la raison pour laquelle j'avais embrassé la carrière de médecin. J'avais dû y renoncer, mais ça y est. Donc là, c'est un vrai bonheur. Quand vous parlez de troubles, par exemple, la baisse de la libido en fait partie pour que ce soit parfaitement clair pour tout le monde. Oui, alors les hommes peuvent souffrir de troubles d'érection, troubles de l'éjaculation sont les plus fréquents, baisse de libido aussi. Les femmes, il peut y avoir également, et c'est très fréquent, la baisse de libido ou alors des douleurs en fait durant les rapports. Et voilà, c'est essentiellement les troubles sexuels les plus fréquents dans la sclérose en plaques. Alors pendant ce périple depuis une vingtaine d'années, vous nous dites que vous avez fait de très belles rencontres. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, j'ai eu ce que j'appelle mes bonnes fées en fait. J'ai déjà eu mon doyen qui était sensibilisé avant l'heure au handicap invisible. Vraiment, il a compris en fait l'impact des douleurs, de la fatigue. Il m'a dispensé assez rapidement de garde. J'étais interne donc en 5e année, externe en 5e année. Et, et puis après, il m'a en fait préaffectée dans des services beaucoup plus cool. Et c'est vrai que grâce à lui, j'ai pu terminer mes études de médecine et je ne le remercierai jamais assez en fait. Après cela, il y a eu Marina Carrère d'Ancos et Michel Simès parce que je les ai rencontrés quand j'étais encore interne. Ils m'ont demandé d'écrire un livre pour eux parce qu'ils lançaient une collection chez Marabout. Et puis, euh, et puis, ils m'ont offert mon premier poste quand je suis sortie de la faculté au magazine de la santé. C'est là que j'ai travaillé pendant 5 ans avec les journalistes du magazine de la santé. Et j'ai adoré cette période qui était passionnante sur un plan professionnel. Et voilà, et donc comme ça, j'ai eu plusieurs bonnes fées. Et en 2015, j'ai eu une autre bonne fée, Christian Deleuze, qui lui m'a proposé de faire les chroniques de Charlotte.
donc sur le site cepensemble.fr. Et c'est ça qui a initié en fait mon investissement et mon engagement auprès des patients qui ont une sclérose en plaques, ce que je continue encore sur le site et puis auprès de certaines associations. Et comment vous travaillez encore auprès de ces associations? Avec la Ligue française contre la sclérose en plaques, je participe à un groupe de travail à l'Assemblée nationale. Et puis là, je sais que j'avais, il y a 2 jours, une réunion avec eux parce qu'on est en train d'essayer de réfléchir à des petites vidéos pour changer les idées des patients qui ont une sclérose en plaques pendant le confinement ou leur apporter des réponses très concrètes. Il y a une autre association, CEP Avenir, qui est extrêmement intéressante parce qu'elle a lancé ce qu'on appelle le parrainage. Donc, c'est un ancien patient, entre guillemets, qui accompagne un patient qui vient d'avoir le diagnostic pour répondre à ses questions, le déstresser. En règle générale, sont quand même les parrains sont des personnes assez positives qui essayent d'aiguiller sur le fait que c'est possible de retrouver un équilibre avec une telle maladie chronique. Et ça, je trouve ça passionnant. Et ils ont également sur Facebook la Team Warrior, qui est une équipe de patients qui soutient sur les réseaux sociaux. Dans votre ouvrage, et vous êtes médecin, je le rappelle, vous avez parfois la dent un peu dure en direction des personnels de santé, des médecins dont vous avez dû changer à un certain moment. Est-ce que vous brisez pas d'une certaine façon une espèce de loi du silence autour du choix du médecin ou des pratiques médicales? On a vraiment le sentiment qu'il y a de grandes différences et qu'il ne faut pas choisir ces thérapeutes, ou en tout cas il faut les choisir, il ne faut pas que ce soit le fait du hasard. C'est vrai que je me permets de signaler les déficiences. Je cherche le terme adapté de certains médecins, d'autant plus facilement en fait que j'ai eu des médecins exceptionnels. Et je pense que si je suis dans cette forme physique, c'est aussi parce que j'ai été très bien prise en charge par la plupart de mes neurologues. Maintenant, c'est vrai que moi j'ai un double regard de médecin et de patient, donc je suis peut-être plus exigeante. C'est possible, ou c'est mon tempérament aussi, et que moi j'attends d'un médecin qui soit très compétent et également très empathique. Donc c'est pas toujours simple de concilier les deux. Après, il y a des affinités aussi, et c'est vrai que dans le livre, j'ai relaté certaines mésaventures pour dire aux gens il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Moi, quand j'ai eu mon hémiplégie, pour donner un exemple très concret, c'était un vendredi matin. Déjà, j'ai eu du mal à joindre mon neurologue. Et le vendredi soir, je reçois un SMS, rendez-vous lundi 19 heures. Et il savait que j'habitais seule et que j'avais une hémiplégie. Donc, moi, personnellement, je préférais être chez moi tranquille plutôt que d'aller aux urgences, parce qu'un ami m'a dit, mais pourquoi t'es pas allé aux urgences? J'étais épuisée, et puis c'est vrai que j'avais le début d'aphasie, donc pour expliquer son histoire médicale, ça me semblait beaucoup trop compliqué. Mais, mais voilà, donc j'ai eu 2, 3 mésaventures médicales qui m'ont fait dire que c'est pas parce qu'on est médecin qu'on est forcément Bien loti, c'est ça? c'est oui, déjà. Mhm. Et puis je pense que voilà, les patients ont le droit d'être bien pris en charge. Et il y a énormément de médecins qui sont vraiment top. Donc, mais c'est vrai que si on n'est pas bien avec un médecin, je pense qu'il ne faut pas forcément hésiter à en changer. Le handicap, enfin vous en avez fait un combat, alors vous l'avez fait à titre personnel en déjouant ces choses trappes, mais est-ce que c'est une cause que vous portez? Alors vous nous avez parlé des associations. Dans votre discours, quelle forme ça prend? Le handicap fait partie de la vie et il va bien falloir qu'aussi bien les autorités et le grand public l'acceptent et facilitent aussi bien l'insertion professionnelle que l'insertion dans la vie quotidienne et les loisirs. Et je pense et c'est d'ailleurs en cours, hein, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Je parle énormément de sclérose en plaques dans mon livre, mais là, typiquement, je vais prendre la présidence d'un réseau de femmes
avec un handicap qui s'appelle Dare Woman Handicap, donc Dare Woman, D-A-R-E, les femmes qui osent, parce que c'est vrai qu'être une femme et avoir un handicap, c'est deux facteurs de discrimination en entreprise. Donc, bon, ça c'est un scoop parce que forcément le lancement a été Merci. retardé par le confinement. Mais oui, le handicap est une vraie cause à mes yeux et je pense qu'on peut faire changer énormément les choses, mais c'est vrai qu'il faut un énorme travail de communication, d'investissement. Il faut que les politiques s'emparent du problème, ce qu'ils commencent à faire, heureusement. Et c'est vrai que je trouve ça très important. Mais même dans ma vie sentimentale, hein, c'est une cause parce que je me rends compte que quand je fais des rencontres sur les sites de rencontres, moi je parle très facilement de ma maladie. Donc, parce que j'ai pas à en avoir honte. Et puis, elle fait partie de moi. Elle impacte fortement mon mode de vie. Donc, Qu'est-ce que ça engendre, Charlotte, comme réaction? des réactions variées. Certains, on sent que ça les bloque totalement et ils ne posent d'ailleurs aucune question. Ils deviennent très, très rigides. Et puis d'autres sont curieux. Ils ne connaissent pas la maladie. Donc, ils posent des questions et sont très bienveillants. Alors après, ça débouche d'ailleurs, le plus souvent ça ne débouche pas sur une histoire parce que pour des raisons diverses, ça ne matche pas forcément. Mais globalement, je trouve quand même que la nature humaine est plutôt bienveillante et c'est chouette. Mais c'est vrai que le handicap fait peur, hein, parce que moi, je m'en suis rendu compte avec deux hommes d'ailleurs, qui a posteriori, ils m'ont confié qu'effectivement ma maladie avait posé problème. Il faut avoir une grande confiance en soi en fait pour bien gérer ça et relativement bien vivre. Parfois, la confiance se construit à l'aune de belles rencontres que l'on peut faire, et je crois que vous en avez fait une très jolie, notamment avec un Jacques. Vous pouvez nous en parler? Exactement. Et ben, ah bah, en fait, c'est l'homme qui m'a convaincu qu'une maladie chronique n'était absolument pas antinomique d'une vie de couple épanouie. Et je ne l'en remercierai jamais assez parce qu'on s'est rencontrés quand on avait 26 ans et c'est ma sœur jumelle qui me l'a présenté. Et il a été très... à l'époque, je pense que j'avais plus besoin que maintenant de parler de ma maladie. J'avais pas encore développé autant de confiance en moi et puis j'avais pas retrouvé un équilibre, je pense. Et c'est vrai qu'il a été d'une écoute, d'une compréhension. Il m'a fait avancer à ce sujet énormément. Et puis évidemment, enfin, et fort heureusement, on parlait pas du tout que de ça. Donc on a eu une très jolie histoire pendant 6 ans. Et voilà, c'est le seul homme avec qui j'ai vécu d'ailleurs. Preuve que j'étais vraiment très amoureuse. Alors, on n'a pas parlé d'un mot qui est omniprésent dans votre livre, c'est le mot plaisir. Donc, je pense que là, il faut se lâcher un petit peu, Charlotte. Donc oui, oui. C'est quoi votre culture du plaisir? Racontez-nous ça. Alors, au départ, très paradoxalement, le plaisir s'est imposé parce que la souffrance était trop forte. Et je me suis dit que la souffrance, tous les effets négatifs de la maladie prenaient trop de place dans ma vie et qu'il fallait absolument que je contrebalance avec le plaisir avec un grand P et sous toutes ses formes, hein. Ça peut être culinaire, culturel, amical, familial et évidemment sexuel. Donc c'est vrai que moi le plaisir, je trouve que c'est un moteur exceptionnel et c'est vraiment quelque chose ouais, qui me fait avancer. Euh, Après, voilà, je crois que une maladie chronique et la vie avec une maladie chronique fait développer, en tout cas dans mon cas, elle m'a fait développer vraiment cette philosophie de vie très particulière. Euh, mais c'est vrai que je trouve que la vie peut être suffisamment compliquée pour essayer voilà, de profiter de tous les petits moments de bonheur et de plaisir qui font un bien fou, en fait. Vous parlez aussi beaucoup de féminité, vous êtes coquette. Alors, je vais vous poser une question piège en ces temps de confinement où on aurait Oui. tendance parfois à lâcher un petit peu la bride. Comment vous êtes habillée aujourd'hui, Charlotte? Alors, je porte un slim noir, j'ai un petit pull près du corps dans les tons beige et j'ai un foulard panthère. Et vous êtes chaussée?
Non, je suis pieds nus. Je suis tout le temps pieds nus chez moi. Je ne porte pas d'escarpins quand je suis seule. Donc vous êtes sexy, même en période de confinement, on peut le dire. Oui, alors je vais mettre tout de suite à l'aise les femmes qui nous écoutent. J'ai travaillé en pyjama jusqu'à 14 heures, hein. Donc, et je trouve que la féminité, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée, qui me fait avancer parce que tout simplement, moi, je suis pas sportive, je suis pas une artiste, et je pense que quand on a une maladie chronique, on a aussi besoin de trouver souvent un moyen de dépasser la maladie. Et la féminité, ça a été ma façon assez douce finalement de vaincre la maladie jour après jour, et puis de montrer qu'elle gagnait pas et qu'elle empiétait pas sur ce que j'étais, une femme avant d'être une patiente. Mais c'est vrai que la féminité doit pas être une tyrannie. Moi, c'est un vrai plaisir, et les dimanches, quand je suis fatiguée, il m'arrive bien évidemment de traîner en pyjama, et c'est un grand bonheur aussi. C'est très gentil de le dire, comme ça va mettre à l'aise tout le monde et puis ça dit bien ce que vous êtes. Vous n'êtes pas forcément une superwoman, je le pense un petit peu quand même, mais en tout cas vous savez dire ce qui est un petit peu moins, je dirais, brillant, vous savez dire vos faiblesses. Il y a un mot qui revient beaucoup dans votre livre qui m'a interpellée, c'est le mot orgueil. Vous n'êtes pas très complaisante vis-à-vis de vous-même, vous facilement quand vous êtes dans une difficulté et on peut le comprendre. Quand la pilule a un peu du mal à passer, vous mettez ça sur le compte de l'orgueil. Vous n'êtes pas un petit peu sévère quand même avec vous? Si, si, mais moi j'étais très exigeante, très perfectionniste quand j'avais 20 ans. J'ai fait d'énormes progrès là-dessus, hein. La maladie m'a vraiment fait avancer sur ce point. Et c'est vrai que j'étais très orgueilleuse. Donc, euh, et je dirais que finalement, heureusement que j'ai eu cette maladie, parce qu'elle m'a fait progresser sur le plan humain. Je trouve que finalement, l'orgueil, l'exigence sont pas fort. C'est bien d'en avoir un peu, mais il faut pas en avoir trop. Et je trouve que je suis beaucoup plus à l'écoute des autres. Aussi de moi, je me suis adoucie, et voilà, avant, je n'acceptais pas mes faiblesses, et maintenant, je crois que je me suis réconciliée avec elles. Mais c'est vrai que je garde un fond d'orgueil, Ou de fierté? ou de fierté. Oui, oui. C'est pas tout à fait la même chose. Quel progrès on vous souhaite pour les prochaines semaines, mois et années? J'adorerais que ce réseau d'Air Women Handicap soit un succès, et puis surtout qu'il aide concrètement les femmes. Ça, ce serait vraiment une réussite exceptionnelle, je pense. Je voudrais m'investir encore plus auprès des patients, donc ceux qui ont une sclérose en plaques, évidemment, notamment avec les associations. Forcément, ce que vous pouvez me souhaiter, c'est de ne plus faire de poussées, évidemment, parce que ça conditionne tous les autres souhaits. Et puis, toujours progresser sur le plan humain, toujours me tourner encore plus vers les autres. Et je crois que et encore rire, avoir du plaisir, et être heureuse. En tout cas, vous êtes vraiment porteuse de bonheur, de sourire, de jolies images. C'est un vrai bonheur que de lire votre livre. J'avais une petite appréhension en l'ouvrant, mais j'en suis ressortie évidemment émue. J'espère un petit peu changer parce que c'est toujours bien de garder un œil très ouvert sur ceux qui nous accompagnent, ceux qui sont à nos côtés. Et j'espère que oui, ce travail que vous allez mener en tant que présidente de cette association va vous permettre de progresser. J'aime bien ce mot. Il est valable à tous âges. Donc, bonne route Charlotte et puis merci beaucoup pour votre témoignage. Vous venez d'écouter un nouvel épisode des Audacieuses de Podcasters Media. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches. Vous pouvez aussi le dire sur les réseaux sociaux et nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et applications préférées. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com, onglet Contact. À très vite.